Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin pour un nouveau webinaire RH organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Comme certains le savent, parce qu'on a des fidèles participants, cette année, le thème retenu, c'est la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, il faut savoir que nous, on a choisi de traiter cette thématique du point de vue RH. Et donc, aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est comment en faire un levier d'attractivité et de fidélisation. Donc, on va commencer par un petit tour de table ou de caméra, si je puis dire, pour présenter un petit peu les différents intervenants. Bonjour Marie-Gabrielle Jouan. Bonjour. Donc, on aura la chance de vous avoir comme témoin. Je dirai deux mots un petit peu sur votre parcours tout à l'heure. Bonjour Sylvie. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être parmi nous une nouvelle fois. Merci. Sylvie est responsable emploi formation régionale au sein d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Bonjour Alexandre. Bonjour. Donc Alexandre qui intervient aujourd'hui pour le cabinet SIM Compétences et qui est en particulier retenu sur le territoire de la Haute-Loire et du Cantal pour le dispositif Être accompagné dans ma fonction RH, dont on dira deux mots tout à l'heure. Et bonjour Aurélie, coéquipière. Bonjour et bienvenue à tous. Donc je te laisse dire deux mots peut-être Sylvie sur Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises pour poser un peu le contexte et puis après on dira deux mots sur nos intervenants. Bien sûr. Merci. Une nouvelle fois, bonjour. Pour ceux qui nous connaissent, je vais peut-être faire un peu de redite, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est important que vous ayez quelques éléments de contexte. Donc, l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est une agence de développement économique qui a été créée à l'initiative de la région pour accompagner nos industriels sur leur transformation globale pour qu'elle soit plus performante, à la fois sur la digitalisation, la décarbonation, mais aussi sous l'aspect compétences. Et nous sommes répartis sur l'ensemble du territoire régional au travers d'antennes locales sur chaque département. Et sur chaque département, vous avez des chargés d'affaires qui vous accompagnent sur 5 grands métiers qui sont le développement économique, l'emploi formation comme aujourd'hui, la partie Europe et internationale, le sujet innovation, mais également l'implantation ou l'aide à l'immobilier pour trouver de nouveaux terrains d'agrandissement si c'était le cas pour vous. Et nos missions sont très très simples. Parfois, comme on connecte l'écosystème et qu'on est facilitateur, on peut simplement vous aider à trouver la bonne ressource d'un dispositif ou d'un contact sur une orientation, mais aussi sur des suivis plus personnalisés par rapport à toutes les aides et le montage de dossiers sur lequel nos équipes de chargés d'affaires sont à vos côtés pour le faire. Et je remercie chaleureusement une nouvelle fois Farida et Aurélie qui font partie donc de mon équipe de la partie emploi formation et qui tous les trimestres nous organisent un webinaire comme on fait aujourd'hui. Et je salue aussi nos participants, nos intervenants plutôt, qui sont Alexandre Simonet et Marie-Gabrielle Jouan. Voilà. Je ne vais pas prendre plus de temps, je pense que c'est important de passer à la suite. Voilà, c'est le plus important. Merci à vous. Merci. Donc, on est ensemble pour 1h30, donc jusqu'à midi, avec un temps de questions-réponses qui sera à la fin. Donc, c'est Alexandre qui va commencer. Donc, Alexandre est consultant RH, comme je le disais. Il intervient dans plusieurs cabinets. Donc, il a créé son cabinet qui s'appelle SIM Compétences. Et il accompagne particulièrement les entreprises sur les sujets RH, mais aussi sur les questions de prévention de risque, sur la RSE, le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, et sur la performance RH. Il a donc un master en management RH, un master 2 en management RH à l'EM Lyon, et il est black belt en Lean. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et on a la chance donc d'accueillir aussi Marie-Gabrielle Jouan qui nous fera donc un partage d'expérience plutôt à la fin du webinaire. Donc Marie-Gabrielle dirige la société Bigene Genetics qui est à la croisée de la bioinformatique et de la microbiologie. Donc elle l'a créée avec 2 autres associés et donc elle produit donc des molécules à haute valeur ajoutée. Elle nous expliquera un petit peu plus les tenants et les aboutissants de son activité et surtout son expérience en termes de mise en place de la RSE pour globalement d'ailleurs, mais aussi pour attirer et fidéliser des talents.
Donc, comme d'habitude, pour les habitués, mais pour ceux qui le seraient moins, vous le savez, vos micros sont coupés, mais vous avez la possibilité d'interagir dans le chat. C'est très important pour nous. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau parce qu'Aurélie sera votre voix et votre relais dans ce webinaire. C'est important aussi pour que vous puissiez avoir les réponses à vos questions parce qu'effectivement, c'est une thématique qui se veut pour nous assez pragmatique. L'idée de ces webinaires, c'est de vous aider à passer à l'action aussi. Il y aura un replay et puis une petite enquête à laquelle nous vous invitons à répondre parce que nous, ça nous donne des indications pour organiser les futurs webinaires. Sans plus attendre, je te laisse la parole, Alexandre, pour intervenir sur la thématique du jour. Oui, merci beaucoup. Bon, bonjour, bonjour à tous. Donc voilà, l'idée de ce webinaire, ça va être de répondre à plusieurs questions. Déjà, la première, ça va être en quoi la politique RSE de mon entreprise peut être vecteur d'attractivité et d'utilisation pour mes salariés actuels et puis pour aussi pour recruter de nouveaux salariés. Aussi, à un moment donné, on va avoir des candidats, on va avoir des nouveaux entrants, on va avoir des salariés, mais il va falloir les retenir aussi. Donc, comment les retenir une fois les premières étapes du recrutement passées? Et puis, alors, très important aussi, là, l'idée, c'est qu'on va être sur la partie RSE, sur les thématiques RH. Ça va être très important. L'idée, c'est vraiment de mettre l'accent sur la partie ressources humaines, puisque oui, les RH font partie de la RSE. Et dans ce cadre-là, c'est aussi un levier de performance, puisque ça permet d'améliorer ce qu'on appelle la fameuse marque employeur. Voilà. Alors, juste avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, l'idée c'était quand même de mettre en avant certains chiffres, puisque voilà, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut aussi, mais ça permet quand même d'avoir des données. Il y en a trois qui peuvent être intéressants dans le cadre du sujet qui nous concerne. C'est que déjà, voilà, un sondage qui a été mis en place par l'IFOP qui montre, donc en 2022, qu'on a un quart des salariés qui considèrent que le travail est très important. Et la même étude qui avait été faite en 90, c'était 60% des salariés qui considéraient que le travail était très important. Deuxième chiffre qui peut être intéressant, c'est que on voit que 44% des salariés veulent réduire le temps ou l'implication qu'ils consacrent à leur emploi en 2023. Donc, on va pas parler de démobilisation, mais voilà, on sent qu'il y a aussi, par rapport à cette étude, donc c'est talent.com qui a mis en place cette enquête-là, qu'il y a une baisse de l'implication qui était prévue par les salariés en 2023. Et puis, 6 entreprises sur 10, donc ça c'est l'APEC, qui ont eu des projets de recrutement en 2021 et qui estiment que leur démarche de recrutement avait été globalement difficile. Donc, 6 sur 10, c'est quand même un score qui est relativement important. Pour 25% en fait d'entre elles, on est arrivé sur un abandon du recrutement avec des conséquences sur l'organisation parce que forcément, l'idée c'était pas de recruter par défaut. Donc, on a réorganisé les choses pour pallier à l'activité. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que au niveau des raisons, c'est qu'à 50%, en fait, les difficultés sont dues à des problématiques de candidature pertinente. Donc, un sur deux, on va dire, un cas sur deux. Mais surtout qu'il y a aussi 50%, c'est un désistement des candidats. Donc, le candidat qui n'accepte pas le poste ou qui dit à un moment donné non, je n'ai pas envie de venir dans votre entreprise. Et c'est quand même 35% des cas où on est un refus de la proposition d'embauche. C'est-à-dire que le salarié a reçu une proposition d'embauche et c'est suite à cette proposition d'embauche que le candidat dit finalement non, je ne viendrai pas vous rejoindre. Et on est vraiment dans la dernière ligne droite, en fait, concrètement. Ce qui fait que si on essaie de compiler un peu tout ça,
Les informations que ça nous donne, mais ça, je pense que je vais défoncer une porte ouverte, puisque forcément, qu'on va voir les entreprises, ce que je vais vous dire, toutes les entreprises nous le disent. C'est qu'aujourd'hui, on a une nouvelle relation au travail au niveau des salariés et des candidats. Le travail est vu différemment par les candidats et puis par les salariés. Qu'aujourd'hui, la valeur travail n'est plus la valeur dominante. Alors, quand je dis valeur dominante, attention, ça ne veut pas dire que les salariés ne veulent pas travailler, qu'il y a vraiment il n'y a plus de volonté de travailler, mais la valeur a changé. Il y a eu un nouveau paradigme qui s'est mis en place. Que les process de recrutement sont compliqués pour les entreprises, que beaucoup sentent qu'il y a une inversion. On va parler un peu de pouvoir, mais on va dire qu'il y a une inversion aujourd'hui où les candidats ont pris le pouvoir sur l'entreprise dans le cadre des recrutements. Et surtout, il y a une augmentation des engagements des collaborateurs. Ça, c'est documenté, ce qu'on appelle la démission silencieuse en français, où en fait, on a des collaborateurs qui sont présents. Ils peuvent être fidèles à l'entreprise, mais voilà, en termes de travail, c'est un peu plus compliqué, qu'il y a un désengagement, voire une démobilisation à ce niveau-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors, quand on parle un peu de tous ces enjeux-là, il y a souvent deux enjeux qui ressortent. C'est comment je fais pour attirer des candidats et des nouveaux talents au sein de mon entreprise. L'enjeu 2, c'est fidéliser les anciens collaborateurs. Et je rajouterais l'enjeu 2 bis, c'est oui, c'est bien de fidéliser les anciens collaborateurs, mais c'est mieux d'avoir des collaborateurs qui sont mobilisés sur un projet collectif, qui sont motivés. Donc, ça fait partie de cette partie fidélisation. Donc, une partie comment recruter, une partie fidéliser, mais aussi un troisième enjeu qui va être remobiliser et remotiver mes collaborateurs. Donc, voilà, quels sont les enjeux aujourd'hui pour les entreprises. Alors, avant de rentrer vraiment sur la partie purement RSE, je vais continuer sur des sources. L'idée, c'est de comprendre aussi un peu l'environnement, puisque quand on comprend l'environnement, on peut mettre en place après les actions qui vont permettre de répondre aux enjeux. C'est une enquête qui est relativement intéressante de Manpower Group et une enquête de l'IFOP aussi, de 2023. C'est un condensé, un résumé de tout ça. Mais l'idée, c'était important pour moi d'essayer de déterminer, en fait, finalement, les candidats, les salariés, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui. Et donc, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est de la flexibilité au travail, c'est-à-dire avoir un équilibre de vie entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est trouver un sens à leur métier. Donc, trouver un sens à leur métier, c'est quoi? C'est-à-dire que quand je viens travailler, il faut que j'ai l'impression de servir à quelque chose, que j'ai une certaine reconnaissance aussi de mon poste au niveau de ma direction. L'aspect financier, donc c'est quand même un critère aussi primordial pour 64% des Français, même si, encore une fois, voilà, il y a d'autres points qui sont importants pour les salariés. Le manager coach. Alors, le manager coach, on voit 74% des salariés interrogés souhaitent avoir un manager qui les épaule et les encourage et qui prenne soin d'eux. C'est-à-dire qu'en fait, on a 3/4 des salariés qui veulent que leur manager soit dans une logique de coaching, c'est-à-dire de l'empathie, c'est-à-dire prendre en compte les problématiques personnelles, individualiser le mode de management. On est aujourd'hui dans cette logique d'individualisation de ce qu'on voit dans la société aujourd'hui, et notamment là, dans le cadre de l'entreprise, c'est un management qui va être individualisé pour chaque salarié. La question des valeurs, qui est de plus en plus importante, et notamment pour les nouvelles générations. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est travailler dans une entreprise qui a les mêmes valeurs que moi. Et qui où on se comprend à ce niveau-là, et effectivement on va avoir certaines populations qui ne pourront plus travailler dans une entreprise qui ne partage pas leurs propres valeurs, et donc au final on peut se démotiver et puis partir vers une autre entreprise pour laquelle on a des valeurs communes. Ils veulent aussi que l'entreprise prévienne le burn-out et la santé mentale.
Donc, ça revient un peu avec la partie manager coaching, c'est-à-dire qu'on veut que l'entreprise ait un rôle un peu de santé, de vecteur de bonne santé, de qualité de vie au travail. Et puis, que l'entreprise construise un écosystème à l'écoute des besoins. On revient encore dans cette logique d'individualisation, c'est-à-dire en fait, l'entreprise met en place des systèmes, met en place une organisation qui font que si on a besoin de parler, on peut parler. On va prendre en compte ma problématique personnelle en termes de compétences, ma problématique personnelle en termes de santé mentale, de qualité de vie au travail, de flexibilité. Donc en fait, on construit un peu un parcours individuel dans l'entreprise. Et au final, si on enlève le côté aspect financier, à part, qui est très, très terre à terre, en fait, on voit que flexibilité, trouver du sens, l'empathie, la partie de l'entreprise qui partage les mêmes valeurs que nous, la qualité de vie au travail, en fait, ça, c'est des traits de la RSE. Donc, les salariés, ce qu'ils veulent, ce sont des actions que l'entreprise va mettre en place dans le cadre de la RSE. Donc, même eux, sans le savoir, ils veulent faire de la RSE. Ils veulent que l'entreprise fasse de la RSE. Ils veulent de la RSE. Donc, ça, c'est un point qui est important à considérer. Et donc, ça vient sur un point qui va être relativement important, c'est la définition de la RSE. Alors, là, je vais d'abord prendre une définition qui va être une définition de la Commission européenne. Là, en lisant, c'est l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leur activité commerciale et leurs relations avec les parties prenantes. Alors, dès qu'on a dit ça, on se retrouve en fait avec une nébuleuse, puisque c'est pas très pratico-pratique. Préoccupations sociales, environnementales, activité commerciale et leurs relations avec les parties prenantes, c'est assez nébuleux, ce qui fait que la question de la RSE, c'est toujours compliqué à expliquer, puisque en fait, comme la définition est assez globale, et en fait, on a 250, 300 définitions différentes, et on n'a pas toute la même vision de ce qu'est la RSE. Donc, ce qui est important de bien comprendre là-dessus, c'est que la définition est globale, donc c'est normal que les gens se disent « Waouh, je comprends pas ce que c'est la RSE, j'ai du mal avec cette partie-là, ça me paraît nébuleux, on dirait un labyrinthe. » C'est normal par rapport à la définition. Maintenant, l'idée, c'est de définir une définition qui sera un peu plus pratico-pratique. Et là, je fais un disclaimer, comme les youtubeurs, pour le coup. L'idée, c'est de disclaimer, c'est de dire, voilà, ce que je vais vous donner, c'est une définition comment moi, je vois les choses. On pourra être d'accord, pas forcément d'accord. Sur les grandes lignes, on sera d'accord, mais voilà. L'idée, c'est de proposer une définition qui sera un peu pratico-pratique, à tiroir. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, a été intéressant au niveau de la RSE, c'est de dire, voilà, la RSE, on va découper la RSE en plusieurs thèmes. Comme ça, au moins, visuellement, on se dit, ah ouais, d'accord, ce thème-là, ça fait partie de la RSE et on peut traiter telle problématique avec telle vision. Donc moi, la vision que je vais prendre, c'est une vision qui va être basée sur le référentiel ISO 26000, qui est le référentiel de la RSE. C'est une lecture, une relecture, quelque chose qui va être beaucoup plus simple parce qu'il y a plus de thématiques, de sous-thématiques, voilà. Mais l'idée, c'est quand même de regrouper en tiroir et de pouvoir dire, voilà, en fait, au niveau de la RSE, quelles sont les thématiques qui sont abordées dans cette logique de RSE. Et forcément, comme on est dans la partie RH, on va plutôt faire un focus sur la partie RH. Donc, si on prend les thématiques et qu'on essaie de regrouper, il y a 5 thématiques au niveau de la RSE. La première thématique, c'est la stratégie durable et la gouvernance. Et dans les sous-thématiques qui rentrent dans cette stratégie durable, ça va être l'éthique des pratiques. Concrètement, c'est on va éviter de faire travailler des enfants de moins de 18 ans, moins de 16 ans. On va essayer d'éviter d'aller dans des pays où les pratiques RH sont totalement différentes de chez nous, par exemple. Il y a une partie, on va mettre en place des instances pour que les parties prenantes dialoguent entre elles. On va mettre en place un système de pratiques éthiques
envers les sous-traitants et les fournisseurs. Par exemple, dire qu'on va payer les fournisseurs à 30 jours fin de mois, mais rubis sur ongle, qu'on ne va pas attendre 6 mois pour les payer aussi. Voilà. Et on va mettre en place cette partie analyse des risques, c'est-à-dire qu'on va anticiper les risques, on va travailler sur les risques en amont, pour essayer de préparer des plans d'action en cas de problème. Donc, c'est une partie, c'est la stratégie durable et la gouvernance. Sur la partie, les approches RH qu'on pourra avoir par rapport à cette thématique, c'est tout ce qui va être lié aux chartes managériales, aux différentes chartes managériales qu'on pourrait créer en disant que on veut un mode de management qui est dans le dialogue, on veut qu'il y ait une logique d'éthique aussi au niveau du fonctionnement de la direction. C'est les codes de déontologie qu'on voit aussi régulièrement sur des livrets d'accueil, par exemple, ou qu'on va voir sur les sites internet. Ça peut être travaillé en collectif sur les valeurs de l'entreprise. Comme ça, on est dans cette logique de dialogue entre les parties prenantes. Et puis, on peut créer aussi des groupes de travail pour travailler sur les risques, qui est un point important de la thématique stratégie durable et gouvernance. Donc, on a une thématique stratégie durable. On va avoir une deuxième thématique qui est beaucoup plus axée RH. C'est là qui est RH et aspects sociaux, où là, on va traiter en sous-thématique le développement du capital humain, donc tout ce qui va être lié au développement des compétences, à la formation, à l'intégration. On va pouvoir travailler aussi dessus sur toutes les actions qui vont permettre d'impliquer les salariés dans la stratégie de l'entreprise, les faire participer à des groupes de travail, par exemple. Ça va être tout ce qui va être lié à la diversité, l'égalité des chances, l'équité. Voilà, tout ce qui est lié à l'inclusion, par exemple. La SQVT, sécurité, qualité de vie au travail, mettre en place des actions qui vont permettre de sécuriser les salariés sur leur lieu de travail. Ça va être des actions qui vont permettre d'améliorer l'équilibre de vie, de mettre en place des actions sur la qualité du travail. Et puis, dedans, on va pouvoir mettre tout ce qui est le management personnalisé, le fameux manager coach. En termes d'approche RH, c'est tout ce qui va être lié à la formation interne, tout ce qui va être lié à l'analyse de la pratique. Si par exemple on voit qu'on a des salariés qui ont des problématiques, on peut les faire travailler sur leurs problématiques au quotidien ensemble pour essayer en collectif de trouver des solutions, ce qu'on appelle l'intelligence collective. Ça peut être mettre en place une démarche de prévention des risques professionnels, des démarches de prévention du harcèlement, c'est mettre en place une démarche compétence aussi, ce qu'on va en parler un peu plus après par la suite. Bon, on a des approches RH qui peuvent intégrer cette thématique-là. Sur la partie 3 de la RSE, c'est l'environnement. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est pas le cœur de ce webinaire. Mais typiquement, vous voyez, dans la partie RH, on peut très bien avoir une approche RH en faisant travailler collectivement les salariés sur la politique environnementale, par exemple. C'est une possibilité aussi et ça permettrait de répondre à cette thématique-là. La quatrième thématique qui est le service client, c'est en gros, grosso modo, c'est on met le client en avant et on va mettre des actions qui vont permettre de satisfaire le client et que le client soit toujours au centre de la démarche. C'est par exemple mettre en place le plan de continuité d'activité en commun. Ça, c'est un outil RH qui est relativement intéressant dans ce cadre-là, où l'idée, c'est de prévoir si j'ai un salarié qui est absent, qu'est-ce qui se passe pour le client et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que le client soit satisfait de l'action. Et puis après, la dernière thématique, c'est la partie ancrage territorial. C'est dire, voilà, nous, on a des actions où on participe à la vie des territoires, on va participer à des salons sur l'emploi, on va ouvrir nos usines aux habitants, aux personnes qui habitent à côté, pour montrer ce qu'on fait, et ainsi de suite. Voilà. Très important dans cette logique-là, c'est de dire qu'il y a les thématiques, ces 5 thématiques-là. Nous, on va mettre l'accent plus aujourd'hui sur la partie 2, qui va être la partie RH et aspects sociaux, même si vous voyez que même dans les autres thématiques de la RSE, on peut aussi intégrer les ressources humaines dedans. Et on peut intégrer pas mal de choses aussi. Voilà.
Donc, l'idée de cette slide, c'était de dire, voilà, la RSE, c'est quoi? C'est 5 thématiques. Et du moment où vous mettez une action en place dans une des thématiques, et ben au final, vous faites de la RSE. Pour passer, voilà. Et donc le constat qu'on peut faire, c'est donc là, c'est Bourgeois Gentilhomme, c'est Monsieur Jourdain, c'est la scène où en gros il apprend que il fait de la prose sans le savoir. Au final, c'est exactement la même chose. On fait de la RSE sans le savoir. Du moment qu'on met en place des actions sur les 5 thématiques que je vous ai dit, vous faites de la RSE. Ce qui fait que il y a énormément de solutions, et notamment de solutions RH qu'on peut mettre en place dans le cadre de la RSE. Et que, bah, en fait, finalement, même des petites actions qui paraissent anodines sont des actions qu'on peut mettre en place dans la RSE. Donc la RSE, c'est souvent des petites actions, plein de petites actions qui vont rentrer dans les 5 thématiques et qui vont permettre à un moment donné d'être dans cette logique de RSE et de gonfler ce qu'on appelle la marque employeur. Et donc là, on va arriver sur un disclaimer numéro 2, parce qu'encore une fois, la marque employeur, c'est pareil que la définition de la RSE. On peut dire plein de choses. Quand on dit marque employeur, il y en a qui vont vous dire que c'est faire des posts sur LinkedIn, d'autres qui vont vous dire que c'est plutôt quelque chose d'ancré, c'est plutôt les valeurs, et ainsi de suite. Bon. L'idée de la vision et de ma vision de la marque employeur, c'est celle que je vais vous donner. Pareil, on peut être d'accord, moyennement d'accord, mais il fallait quand même donner un point d'ancrage sur une définition pour que voilà, ça puisse faire parler aussi, mais voir comment moi je vois les choses à ce niveau-là. Donc si on prend la définition type Larousse, c'est la marque employeur, c'est l'image d'une entreprise auprès de ses employés, des candidats potentiels, et inclut par extension les efforts de marketing et communication qui visent à l'améliorer et à le communiquer. Ce qui fait que la marque employeur, si on lit aussi la définition, ce n'est pas que du marketing employeur. Et je vais faire un distinguo parce que ça, c'est relativement important. Et si on reprend la définition, c'est l'image au niveau des employés, mais aussi des candidats. Donc, les employés aussi doivent être pris en charge dans cette marque employeur, et pas que les candidats. Donc, le marketing employeur, c'est une action qui va être une action marketing. C'est les posts LinkedIn, par exemple, les posts Facebook, toute cette partie-là. Mais ce n'est pas que ça, sinon ce n'est pas de la marque employeur. C'est un outil, mais on n'est pas dans la marque employeur. Et au final, si on prend un peu l'image de l'iceberg, bah, le marketing employeur, c'est ce qu'on voit, c'est l'utilisation des outils de communication, c'est tout ce qui va permettre d'améliorer l'image de marque. C'est le côté aussi instantanéité. Je fais un post sur les réseaux sociaux, c'est instantané, c'est bien. On va pouvoir dire qu'on est les meilleurs là-dessus, qu'on fait ça, parfait, c'est bien. Mais c'est un moyen à l'instant T. Sauf que la marque employeur, c'est en fait la partie qui est sous l'eau, qu'on ne voit pas, mais qui est quand même la plus grosse. C'est la marque employeur, c'est la notion de raison d'être. Ça, vous l'entendez souvent quand on parle de RSE. La RSE, c'est une raison d'être. C'est-à-dire qu'en fait, c'est beaucoup plus ancré que du simple marketing où on envoie des posts et ainsi de suite. Et en fait, la marque employeur, il y a 3 règles qui sont très, très importantes. Et je dirais, c'est un peu comme une checklist. Quand je mets en place quelque chose, quand je mets en place une action, il faudrait cocher les 3 cases. Ces cases-là, c'est quoi? C'est la cohérence. Ça, vous allez en entendre parler beaucoup, parce que j'ai souvent utilisé le mot cohérence. Donc, la cohérence, c'est quoi? C'est de dire que si je dis blanc, je fais blanc. Alors, vous allez me dire, ça a l'air tout bête comme ça, mais vous allez voir que si on prend des exemples, parfois, on met en place quelque chose au niveau marketing, mais en fait, on fait le contraire. Ou finalement, on a dit qu'on était comme ça, mais dans la réalité, c'est pas forcément la réalité. Donc, l'idée, c'est la cohérence, ça c'est un point important. La question de la durabilité, ça veut dire que si je mets en place
quelque chose, bah, en fait, il faut que je m'assure que je puisse le mettre en place sur plusieurs années. Si l'idée, c'est de faire quelque chose, de mettre en place, par exemple, on met en place un accord, on met en place une décision unilatérale de l'entreprise sur tel ou tel sujet RSE, si au bout de 2 mois, on voit que finalement, c'est pas tenable, ben, en fait, on va avoir un problème de durabilité et aussi donc de cohérence parce qu'on a dit qu'on mettait ça en place, mais finalement, on peut pas le faire. Et puis, c'est la notion de vision collective. Et là, en fait, c'est la notion des salariés. C'est-à-dire que la marque employeur, bah, elle doit être aussi acceptée, comprise et véhiculée par ses propres salariés. Ce sont les ambassadeurs. Et ça, c'est un point qui est vraiment très, très important à prendre en compte. Et donc, finalement, sur cette logique de ces 3 points-là, c'est ce que je disais avant. En gros, ce qu'il ne faut pas faire, ben, vous savez, ça, c'est l'image qu'on a dans le coaching, le chat qui se regarde dans le miroir et qui se dit, bon, en fait, je suis un lion. Oui, ça paraît pas mal, c'est positif, c'est bien. Sauf que si on suppose que le lion, c'est le marketing et que finalement, moi, dans la réalité, bah, je suis pas à ce niveau-là, bah, finalement, j'ai un décalage entre ce que je suis et ce que je vais véhiculer comme image. Et j'ai mis ou pas, parce que j'ai aucun souci, je peux très bien avoir des structures qui sont par exemple voilà, qui sont des TPE, mais qui voient grand. Et au final, j'ai aucun souci avec ça si on a encore cette logique de cohérence, durabilité et de vision collective. Donc ça, c'est vraiment les 3 critères à cocher à chaque fois qu'on met en place une action. Pour expliciter ça, ouais, le dessin, il parle pour lui-même, mais concrètement, si je mets en avant des valeurs corporate, ma raison d'être, c'est par exemple, je dis, voilà, chez nous, l'échec, c'est positif. C'est-à-dire que quand vous venez chez nous, bah, si vous faites des erreurs, c'est pas grave. On est là pour vous former, on est là pour vous faire améliorer et ainsi de suite. Si je le mets en avant en termes de marketing emploi, le candidat il va dire ça, c'est une entreprise qui dit bah, en fait finalement vous avez la capacité de vous tromper, c'est pas grave, nous on va vous aider, on est là pour vous améliorer, mais en aucun cas l'échec n'est considéré comme négativement chez nous, c'est juste une autre possibilité pour s'améliorer. Mais si dans la réalité, les collaborateurs, eux, ils se disent, bah non, en fait, dès qu'il y a un échec, on se fait enguirlander ou on n'a pas de formation derrière, là, en fait, on n'est pas dans cette logique de cohérence. Et c'est ça qui est très important parce que c'est souvent, c'est même quasiment tout le temps d'ailleurs, par expérience, qu'on a un recrutement et que le recrutement ne matche pas, c'est souvent sur cette logique-là. Je prends le cas au niveau des cadres. Là, c'est vraiment le cas au niveau des cadres parce que c'est là-dessus qu'on voit le plus souvent de départ. C'est l'entreprise qui met en avant le fait que bah, je recrute un cadre, que mon cadre, il va être responsable de son service, qu'il a les clés du camion, qu'il a carte blanche, il fait ce qu'il veut. Le candidat, pour lui, c'est j'ai carte blanche, donc je vais pouvoir gérer mes équipes comme je veux, je vais pouvoir faire les réunions que je veux quand je veux, j'ai aucun souci. Et puis, si j'ai envie de mettre en place des outils RH ou former, il n'y a pas de souci, je gère mon budget, c'est moi qui décide. Et si dans la réalité, en finale, la réalité, c'est ouais, non, mais vous avez les clés du camion, mais il faut venir les chercher, je vous les donne si, ouais, si j'ai envie de vous les donner, je vous les donne. En fait, finalement, on n'a plus de cohérence. Et au final, eh ben, le salarié se dit, bah ouais, mais vous m'avez vendu ça. Au final, il y a ça. On va pas s'entendre et on va partir. Et on a beaucoup de recrutements qui vont se caler, qui vont, qui vont pas fonctionner à cause de cette logique-là. Donc, dans la RSE, ça, c'est important, cette logique de cohérence. Et donc, forcément, si mes valeurs d'entreprise sur la formation interne, si je dis, voilà, je mets en place une école, j'ai envie de former des personnes au métier, que dans la réalité, bah, je mets en avant, les candidats se disent, tiens, c'est bien, il y a une école interne, on va pouvoir se faire former même si on ne connaît pas le métier, et que les collaborateurs disent, chez nous, c'est super parce qu'en fait, on peut évoluer dans un poste, on est formé, on est suivi, il y a l'intégration, il y a tout. Là, pour le coup, on est vraiment sur cette logique de marque employeur. Donc, la marque employeur, c'est cohérence, durabilité et la partie collective, vision collective des choses. Alors,
maintenant, c'est très bien. On a défini la RSE par rapport à la vision que j'en avais, par rapport au référentiel ISO 26000. La marque employeur, on voit que c'est plus ancré que le marketing employeur, qui est la partie communication. Attention, le marketing employeur n'est pas négatif, c'est un outil qui va permettre de mettre en avant la marque employeur. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je dois faire? Parce que on a parlé de cohérence, mais concrètement, quel est le point de départ? Et déjà, donc le point de départ numéro 1 pour moi qu'il faut mettre en avant, c'est quoi la réalité perçue par les collaborateurs? Et c'est là que l'un des outils RH qui pour moi est un point, enfin, moi je trouve que c'est essentiel de le faire au moins une fois par an. Alors on peut mettre les mots qu'on veut, on va l'appeler la météo sociale, un point RSE dans les entretiens individuels, dans les face-à-face, les AIC, donc les animations à intervalles courts, pour ceux qui sont fanats du Lean, ce qu'on appelle les AIC, ou sur des travaux collectifs en réunion d'équipe, dans les séminaires. Bah, l'idée, c'est de se dire, bah, tiens, ce qu'on va faire en premier, c'est regardons la réalité. Nos collaborateurs, c'est les ambassadeurs, donc on va leur poser des questions RSE. Et ces questions RSE, ça va être quelles sont les valeurs partagées de l'équipe, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui fait que en fait vous restez chez nous, qu'est-ce qui fait que nous on a un facteur clé de succès par rapport à nos valeurs, par rapport à d'autres, qu'est-ce qui fait que vous êtes fiers d'appartenir à notre structure, et au contraire, qu'est-ce qui fait que il y a peut-être des points qui vous démobilisent, quels sont les points d'amélioration qu'on pourrait mettre en place, ou surtout quels sont les points manquants, c'est-à-dire aujourd'hui on a nos valeurs, on a cette vision-là des choses, est-ce qu'il y a d'autres points qui vous manqueraient? Par exemple, ça pourrait être, oui, on aimerait bien avoir un management qui soit plus individualisé, ou plus dans le coaching, par exemple. C'est des choses qu'on entend énormément. Donc déjà, c'est quand même voir une vision globale des collaborateurs pour déjà se dire, voilà, la première cohérence, c'est la vision collective. Dès qu'on a cette vision collective, ça va être, on est quand même dans une logique de marketing, il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut que j'analyse les besoins aussi des salariés français. C'est-à-dire que si je veux garder mes salariés, ou si je veux attirer, ça serait bien de faire une petite veille quand même et de se dire, tiens, je vais regarder les études qui ont été menées, je vais regarder les fameuses stats que je vous ai présentées avant, et de vous dire, tiens, finalement, ils veulent quoi en fait aujourd'hui les Français? Puisque si je veux recruter, autant que je parte sur ce qui est demandé par les salariés. On est vraiment sur une logique de client. Quand vous allez voir votre client, vous n'allez pas lui vendre un parapluie s'il ne veut pas un parapluie. Vous allez d'abord lui demander quels sont tes besoins, qu'est-ce que tu veux, et ensuite là, je vais voir ce que je peux proposer. C'est le même principe. Je regarde mes collaborateurs, eux, ce qui les intéresse, pourquoi ils sont présents et pourquoi ils se mobilisent dans mon entreprise. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont fiers d'appartenir à la structure, voir ce qu'ils sont un peu moins fiers aussi, parce que peut-être qu'on peut aussi améliorer certaines choses, voir ce qui manque, et puis je vais analyser leurs demandes à eux aussi, mais je vais aussi analyser les besoins des salariés, des candidats, et de là, je vais me dire, alors voilà, maintenant que j'ai une vision de mes salariés, voilà que j'ai une vision des salariés en globalité de ce qu'ils veulent, et qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux mettre en place comme action qui répondrait à la demande de mes salariés, qui répondrait à la demande des candidats, mais surtout, encore une fois, qui serait cohérent et qui serait durable. C'est-à-dire que je peux le mettre en place sur du long terme, et pas dire oui, on met ça en place et on arrête. Moi, j'appelle ça un peu je pense exemple parce que c'est un peu marrant, mais c'est le fameux baby-foot. On met un baby-foot parce qu'il y a ce côté un peu convivialité. On met un baby-foot et 2 mois après, on voit que en fait, ça fait du bruit, les gens ils crient, ils se chambrent et que finalement c'est pas top. Donc on va mettre une pancarte. Si vous jouez au baby-foot, merci de le faire en silence. Et là, clairement, en termes de cohérence, on n'est pas top non plus, parce qu'on a dit qu'on mettait en place quelque chose pour pour le côté cohésion d'équipe, etc. Si l'idée c'est de dire oui, mais là on va faire moins de bruit, ou utiliser que de telle heure à telle heure, là on arrive sur des choses qui vont plus être cohérentes, et dans la durabilité ça va pas être intéressant. Et en fait on va vous mettre ça en avant
puisque les gens, ils sont très, comme je vous dis, comme ils font de la RSE, ils voient bien un peu les problématiques que ça engendre. Et donc, alors, là maintenant, l'idée, ça va être de partir. Donc, je vous ai dit, vu qu'on fait de la RSE, vu que les salariés et les candidats, ils sont dans une logique de RSE sans le savoir, l'idée, ça va être de se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place par rapport aux besoins identifiés. Donc là, j'ai juste repris les études qui ont été menées et je vais me dire, vu que c'est ce qu'ils veulent, essayons de mettre en place des choses qui pourraient répondre à ces besoins-là. Puisque le candidat, c'est un client maintenant, il faut le prendre comme un client et on va supposer que les salariés, c'est aussi des clients aussi en interne. Donc clairement, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place par rapport aux besoins. Encore une fois, ça, ce sont des besoins qui sont identifiés par rapport aux études que j'ai présentées avant. Mais bien entendu, vu qu'on l'idée, c'est de faire une météo sociale au départ, ou de faire des points RSE avec nos propres équipes, forcément, l'idée, il y a peut-être d'autres besoins qui vont arriver, qui ne sont pas celles-là, qui sont plus spécifiques, mais il faut en tenir compte aussi pour savoir qu'est-ce que je peux mettre en place par rapport à ça. Mais concrètement, si je prends la notion de flexibilité, qui est la relation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, l'enjeu de ces besoins-là, c'est l'équilibre de vie. Et la thématique RSE qui rentre dans le cadre, c'est la qualité de vie au travail. Donc, vous voyez, le besoin, c'est de la flexibilité, c'est de la RSE. La RSE, elle rentre, cette logique de RSE, elle rentre dans la thématique QVT, qui est un des volets de la thématique RH et aspects sociaux. Mais finalement, vous voyez, en répondant à cette question-là, vous faites de la RSE. Donc, si vous arrivez à mettre en place des actions pour améliorer l'équilibre de vie pro et vie perso des salariés et des futurs salariés, en fait, vous faites de la RSE. Donc, les approches RH qu'on pourrait avoir, alors, ce sont des exemples. L'idée, c'est important parce que là, je vais vous donner des actions qui fonctionnent par expérience, mais ça, c'est encore important. Rappelez-vous, cohérence, c'est pas parce que l'entreprise d'à côté fait ça qu'il faut que je le fasse. Parce que si moi j'ai pas ces valeurs-là, si ça correspond pas à mes équipes aussi, en fait on va avoir toujours ce problème de cohérence et ça c'est pire. C'est pire de mettre en place quelque chose et qu'au final on a tapé à côté ou que finalement on a mis en place ça, on peut pas le gérer et finalement les retours qu'on va avoir c'est ouais d'accord ils nous ont dit ça mais ils font le contraire, c'est pas top quand même comme approche. Donc sur cette logique de flexibilité, ce qu'on peut mettre en place, c'est l'organisation du travail, revoir une organisation plus à la carte. Alors, on entend parler de la semaine de 4 jours, du télétravail, mettre en place des horaires qui respectent les contraintes familiales. On peut changer les réunions pour mettre des réunions sur des horaires de travail qui ne vont pas dépasser les 17h, 17h30 et ainsi de suite. Il y a plein de petites choses là-dessus, mais encore une fois, il faut que ça soit cohérent par rapport à ce que je peux faire. On ne va pas mettre la semaine de 4 jours si on a besoin, par exemple, d'avoir tout le monde pendant 5 jours et que ça peut me désorganiser derrière. Parce que si je mets en place une semaine de 4 jours, que je vois que ça ne marche pas par la suite, que je reviens après 5 jours, après, il faut l'expliquer pourquoi on a dit qu'on ne le faisait pas. Donc, encore une fois, ce sont des actions, mais toujours cette logique de cohérence. Et ce que je dis, les points de cohérence, c'est savoir ce que veulent mes collaborateurs au préalable, et s'assurer que l'organisation proposée va coïncider avec l'activité des uns et des autres. Donc, on a cette logique-là d'abord sur cette partie flexibilité. Sur la partie rémunération, qui est une demande, être rémunéré équitablement, c'est la question qu'on entend souvent, c'est la partie équitablement, donc et la partie équitable. On va être par exemple sur des systèmes de rémunération, la participation, qui est un outil qui est hyper intéressant à mettre en place, comme l'intéressement. Ça peut être aussi en point de cohérence, c'est aussi déjà établir un benchmark des salaires. Ça, c'est quelque chose que peu de structures font, c'est-à-dire de voir est-ce que mes niveaux de salaire de rémunération sont en lien avec le marché par rapport à mes confrères, par rapport à mes concurrents, où je me situe par rapport à ça. Bon, là, c'est la partie rémunération, mais on va dire que je l'ai mis parce qu'on peut mettre des approches RH possibles dessus, mais encore une fois, même si je l'ai mis dans la qualité du travail, bon, je dirais, moi j'ai du mal à la mettre
dans de la RSE stricto sensu, mais on pourrait quand même le mettre sur de la qualité de vie au travail. Sur la partie reconnaissance, on est dans la thématique de l'éthique des pratiques. Donc, c'était la thématique 1 qui était sur la stratégie et la gouvernance, mais aussi sur la thématique 2, sur le développement des compétences et de la gestion de la santé. Donc, là, l'idée de la reconnaissance, c'est se sentir valorisé et reconnu dans son travail et dans sa contribution. Et c'est là qu'aujourd'hui, l'approche RH qui est le plus intéressant, c'est le management axé coaching. Je pense que la notion de coaching maintenant est bien assimilée par les Français. On avait toujours du mal à savoir ce qu'est le coaching, mais avec le sport qui s'est démocratisé, les coachs de vie, les coachs sportifs, ce qu'on voit dans les médias avec les coachs, avec les entraîneurs qui ont aujourd'hui une casquette plus de coach, et ainsi de suite. Voilà, on commence à comprendre ce que c'est. Et puis, vous le voyez aujourd'hui, ce que c'est, même dans votre vie personnelle. Si vous avez des enfants qui vont en sport, les retours qu'on a au niveau des entraîneurs, c'est aujourd'hui, le collectif, ça marche, mais il faut d'abord coacher chaque joueur un par un, leur dire, toi, il faut que tu t'améliores là-dessus, toi là-dessus. Et ensuite, après, on essaie de mettre tous les ingrédients pour que le collectif fonctionne. Mais on est quand même sur de l'individualisation. Et aujourd'hui, c'est un super outil à mettre en place parce que c'est demandé. C'est un mode de management beaucoup plus axé sur le côté coaching avec l'empathie, la bienveillance, on entend parler. Alors, c'est vrai qu'on dit ça, on se dit, ouais, ça veut dire que maintenant, il faut être copain-copain, qu'il faut qu'on se fasse des câlins à chaque fois. Non, l'idée, c'est pas d'aller là, c'est de dire, j'essaie de comprendre ce que les gens veulent et je me dis, dans une logique de performance, qu'est-ce que je peux apporter pour qu'ils soient bien, pour qu'ils soient beaucoup plus performants par la suite, qu'ils se sentent mieux, qu'ils s'en sentent bien. Et il n'y a pas besoin d'être non plus dans une logique de je fais du social à tout va. On peut être dans quelque chose de mesuré entre les deux. En tout cas, ce management type coaching, c'est quand même un management qui est de plus en plus demandé au niveau des salariés. Et c'est là où, en termes de point de cohérence, ça pourrait être de dire, on va travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on entend, nous, par un management coaching dans notre entreprise? Et c'est là que la charte managériale peut être intéressante, de dire, voilà, nous, un manager, le management bienveillant chez nous, c'est ça, 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 ça. On cale une charte managériale qui permet de pouvoir se repositionner dessus si on ne sait plus du tout ce que c'est, si on a du mal à repercevoir les choses, on peut faire des redites dessus, ou si on doit dire à un manager, attention, tu n'es plus dans le cadre, ça nous permet d'avoir quelque chose de cadré qui permet de revenir dessus. En tout cas, le management coaching, c'est quelque chose qui a de l'importance aujourd'hui pour les salariés. Voilà. Si on reprend après la suite, on avait vu qu'il y avait l'environnement de travail sûr et sain, c'est-à-dire que je veux travailler dans un environnement où je risque de pas me blesser, pas trop, où il n'y a pas de harcèlement, il n'y a pas de discrimination. Là, on est dans la thématique de la gestion de la sécurité et de la santé. Et c'est là où, en termes d'approche RH, c'est la politique de prévention des risques professionnels. C'est-à-dire, même si elle côté obligatoire, si je fais un document unique, le fameux du ERP, oui, autant qu'il serve aussi sur cette logique de qualité, de sécurité de mes salariés. C'est me dire, tiens, dans ce cadre de l'évaluation des risques du document unique, en fait, on va analyser les risques, on va analyser les accidents de travail, on va faire travailler le CSE sur ces sujets-là, si on a un CSE. On va mettre en place des lanceurs d'alerte qu'on entend énormément parler aujourd'hui. On va travailler, comme j'ai dit, sur les accidents de travail, sur les presque accidents, sur des retours. Enfin, voilà, on essaie d'anticiper les accidents qu'on pourrait avoir. Donc ça, pour le coup, c'est une approche RH de prévention des risques qui peut être aussi mis en place et qui répond à la thématique santé et sécurité. Sur la partie participation et autonomie, c'est le fameux, vous voyez, je disais les clés du camion. En gros, aujourd'hui, on a des salariés qui vont être plus impliqués dans les décisions qui les concernent. Ils vont être plus autonomes dans leur poste. Et donc là, la thématique, c'est l'implication des salariés dans la stratégie d'entreprise. C'est la thématique numéro 1 et c'est la sous-thématique implication des salariés. Donc c'est là, en fait, qu'en termes d'approche RH, on peut mettre en place les fiches de poste avec les responsabilités de chacun,
mettre les objectifs dans une feuille de route ou dans la trame d'entretien individuel pour les objectifs à venir. C'est mettre en place des groupes de travail sur de la co-construction, c'est de dire voilà, on va co-construire ton poste aussi, on peut co-construire les objectifs ensemble. Voilà, on est dans cette logique de prise en compte du travail co-construit. Ça, c'est un point de cohérence important. Si je mets en place ce genre d'outils, il faut être dans la co-construction. Si l'idée, c'est de dire on fait des réunions d'intelligence collective, mais à la fin, on prend que merci beaucoup, mais je vais prendre que mon idée, moi, perso, de la direction, bah, finalement, à quoi ça servait de faire de la co-construction si finalement on n'accepte pas les idées, qu'on n'écoute pas les idées d'autrui. Après, on peut prendre des idées et puis ne pas les prendre en compte, mais au moins qu'il y ait un cheminement en mode ça nous intéresse vraiment de savoir ce que vous pouvez co-construire. Les valeurs, qui sont un des besoins aussi identifiés, on l'a vu, bah, l'enjeu, c'est rechercher une entreprise dont les valeurs et la culture sont en adéquation avec les miennes. Et ça, c'est la thématique de la vision et de la gouvernance, c'est la thématique numéro 1, encore une fois. Et donc, bah, ça, travailler en collectif sur les valeurs de l'entreprise, ça, c'est un point qui est hyper intéressant de travailler au moins une fois tous les 2-3 ans, savoir est-ce que mes valeurs sont comprises, est-ce que mes valeurs ont changé, puisque comme on a dit que c'est du collectif, peut-être que moi, en tant que direction, j'aimais bien mes valeurs qui étaient ça, 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 mais en fait, le collectif a peut-être d'autres valeurs. Donc, ça peut être aussi intéressant de transformer mes valeurs actuelles en valeurs plus collectives, c'est-à-dire qu'en co-construites. Et parfois, on va se dire, tiens, finalement, moi, mes valeurs, c'était ça, mais je vois que mes équipes, elles ont des valeurs différentes. Bah, pas de problème, on va changer nos valeurs parce que peut-être que moi, je sentais pas l'évolution comme ça, mais mes équipes, si. Comme on a dit que les équipes, c'est des ambassadeurs, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Et donc là, les points de cohérence, bah, c'est de faire cette logique de météo sociale, poser ces fameuses questions RSE aux salariés, comment tu te sens, quels sont les points d'ancrage chez nous, quels sont les points de démobilisation, et ainsi de suite, pour pouvoir travailler ensuite collectivement sur cette logique de valeur et de culture. Et puis après, on va avoir la communication, qui est un point aussi important et qui ressort énormément. Et c'est quoi en fait l'enjeu? C'est d'avoir une communication transparente et ouverte entre les employés et la direction, mais aussi entre collègues, avec une relation de travail positive, une relation de travail en fait, on est en bienveillance. On peut ne pas être d'accord, mais l'idée c'est d'être bienveillant aussi. Donc ça peut être mettre en place des outils qui vont permettre ce côté bienveillant, ce côté on va cadrer les communications, les problèmes qu'on peut avoir relationnels, par exemple, pour essayer d'éviter que ça parte dans tous les sens et pour recadrer, faire de la médiation, par exemple. Ça, c'est des choses qui marchent énormément bien. Là, la thématique, c'est le dialogue avec les parties prenantes. Donc, c'est la thématique numéro 1, même si on pourrait mettre aussi dedans la thématique numéro 2, qui est la partie ressources humaines et aspects sociaux. Les approches RH qu'on peut mettre en place, donc c'est les AIC, animation intervalle court. Ça, c'est du Lean, ce que je vous disais, c'est en fait les points en face à face qu'on va avoir avec un salarié. Sur son travail, comment ça se passe, et ainsi de suite. Et puis, quelque chose qui fonctionne très bien, sincèrement. Moi, j'appelle ça les réunions flash parce que je ne suis pas très créatif sur les termes. La réunion flash, en fait, l'idée, c'est de se dire, voilà, entre services ou entre collègues, on peut avoir des difficultés, il peut y avoir des problèmes, c'est-à-dire que je n'ai pas pu faire mon travail parce que tu ne m'as pas apporté telle info. L'idée de la réunion flash, c'est de se dire, voilà, on se voit, 10 minutes, on cadre quelque chose dans un box, par exemple, où on va discuter ensemble. Voilà le problème que j'ai pas pu avancer parce que en fait, j'ai pas eu cette info-là. Qu'est-ce que tu me proposes pour que moi j'ai l'info et qu'en fait tout se passe bien? Et ces petites réunions flash font qu'en fait, en 10 minutes, on résout des petits problèmes. On se dit, ah bah tiens, je savais pas que tu avais besoin de ça. Ah bah attends, ça, ce dossier, il est sur le serveur, tu savais pas. Ah bah attends, je vais te dire où il est. Tu pourras l'utiliser, ça évitera de faire la communication que tu viennes chercher des infos. Bah, ça permet en fait de faire des petits points comme ça, de discussion. On peut le faire en mode jeu avec des cartons jaunes, des cartons rouges. J'amène un carton jaune à un collègue et puis ça veut dire qu'il va falloir qu'il me le rende ce carton jaune dans le cadre de cette réunion flash. Et ensuite, dès qu'on a trouvé une solution, il me rend le carton jaune. Et puis, se dire, si au bout de 2 fois, on est toujours sur la même problématique, là, on fait le carton rouge. Et le carton rouge, ça veut dire que la direction vient dans l'échange,
Et puis en fait, on se dit, bah maintenant on va acter. Il y a la direction et on va acter. Vous essayez de vous mettre d'accord, ça n'a pas fonctionné 2 fois. Bah là maintenant, je suis la direction, c'est quoi le problème? Maintenant on fait comme ça, on fait comme ça, et voilà. Et ça permet de promouvoir une communication de résolution de problèmes, en fait, sur des choses très simples, très pratico-pratiques, et on évite le fameux grain de sable qui va entraîner un autre grain de sable, qui va entraîner un autre grain de sable, et ensuite après ça déraille ou ça empêche d'avancer comme on voudrait avancer. Donc ça, c'est aussi un outil qui est relativement simple à mettre en place et qui, pour le coup, est plutôt intéressant et qui n'est pas chronophage non plus et qui est dans la RSE, puisque communication, autonomie, enfin, qui répond quand même pas mal de choses, qui répond à pas mal de critères. Et puis le dernier, je l'ai mis à la fin parce que c'est le plus gros morceau en termes RH, c'est le besoin identifié, c'est le développement professionnel. En gros, c'est l'enjeu, c'est avoir des opportunités de développement, de progression de carrière, de pouvoir faire progresser ses compétences. On est dans la thématique du développement des compétences, qui est la thématique numéro 2. Et en fait, les approches RH qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle la démarche compétence. Alors, l'idée, c'est pas de partir sur ce qui est la démarche compétence, parce que sinon, ça va durer beaucoup plus longtemps, parce c'est un point qui est relativement intéressant. Mais en fait, la démarche compétence, grosso modo, c'est de se dire, c'est de créer une démarche chronologique qui va de l'action du recrutement, avec par exemple la grille candidat, comment je vais recruter un talent, en sachant que la personne n'est pas compétente à un poste parce que forcément, elle n'est pas dans l'entreprise, donc elle ne peut pas être dite compétente. Par contre, ça va être un talent, elle a le potentiel de pouvoir venir chez moi. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place comme action pour détecter les potentiels? Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour l'intégration? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place donc pour la partie formation interne? Donc, ça va aussi dans la partie intégration. Et ensuite, dès que la personne est intégrée dans le poste et qu'on va supposer qu'elle est bien formée à son poste, ça va être une logique d'évaluation des compétences régulée et ensuite de plans de développement des compétences pour améliorer les compétences de la personne sur son poste, voire l'emmener sur un autre poste par la suite si elle a envie. Donc la démarche compétence, c'est ça. C'est un outil pour comment trouver les talents, un outil d'intégration, de formation interne, et puis d'évaluation avec le plan de développement de compétences. Voilà, ça, c'est la démarche compétence et on peut mettre des outils là-dedans. Voilà. Les points de cohérence à ce niveau-là, bah, et ça c'est un point très important au niveau de la démarche compétence, c'est la transparence et la visibilité des règles du jeu. Par exemple, si on a une classification, ça peut être rendre transparente une classification, par exemple avec les salaires, la grille des salaires internes, et surtout le comment je fais pour passer de tel coef à tel coef. En fait, que les règles du jeu soient bien mises en avant. Ça, c'est de la RSE, c'est partie communication, puisqu'en fait, une personne qui rentre, eh ben, elle va savoir comment, comment on fait son intégration, quels sont les points de parcours, où elle se situe à tel niveau. Et ensuite, dès que l'intégration est faite et que le CDI est signé et que, que le salarié fait partie intégrante de l'équipe, en fait, après, on va y réévaluer un peu les compétences, on regarde les points faibles, les points forts, on met le plan des points de compétences pour améliorer les points faibles quand il y en a. Quand un salarié dit moi j'ai envie d'évoluer sur un autre poste, j'ai envie de faire autre chose, on regarde ce qui est possible aussi de faire, mais tout ça de manière transparente. Et ça, c'est vraiment l'un des points de cohérence au niveau du développement professionnel pour moi, c'est soyez transparent sur les règles, mettez les règles du jeu. Par contre, cohérence. Si j'ai dit que les règles du jeu, c'est au bout de 2 ans, si tu atteins tel objectif, bah, tu as tel coef. Si je le fais pas, on n'est pas dans cette logique on n'est plus dans cette logique de transparence et forcément, il va y avoir un problème à un moment donné en termes de mobilisation, de remobilisation et donc de marketing employeur, de marque employeur par la suite, parce que c'est comme un client qui est satisfait, bah, il va peut-être vous apporter 10 clients par la suite. Par contre, un client qui est insatisfait, il peut vous faire perdre 100 clients par la suite. Donc, c'est vraiment ce point-là aussi important. Je prends en compte mes ambassadeurs, je prends en compte mes candidats, les envies des différents candidats que je vais avoir dans le cadre d'un recrutement. Et puis, j'essaie de matcher par rapport à ce que moi, je peux proposer dans cette logique de cohérence, dans cette logique de durabilité et dans cette logique de collectif et qui rentre
dans les thématiques que je vous ai proposées, que je vous ai présentées, qui rentrent dans la RSE. Et vous faites de la RSE sans le savoir. Et ça, c'est quand même bien quand je fais de la RSE sans le savoir. Voilà. Merci Alexandre, merci pour tous ces enseignements. On vous invite à poser vos questions dans le chat. Alexandre y répondra juste après le témoignage de Marie-Gabrielle. Merci d'avoir patienté Marie-Gabrielle jusqu'à présent. Donc l'idée c'est que vous puissiez nous raconter un petit peu brièvement votre histoire et comment en fait RSE et développement de votre entreprise s'entremêlent. Voilà, donc puis peut-être nous dire quelques mots sur Bijin aussi. Je vous laisse la parole, Marie-Gabrielle. Oui, avec plaisir. C'était pas long de patienter parce que ça fait toujours du bien de revoir les règles de base, surtout quand effectivement on entre dans la RSE sans le savoir. Parce que je pense que s'il y a quelque chose à retenir, parce qu'effectivement il y a beaucoup de paramètres dans la RSE, on en fait tous un petit peu sans le savoir et ça permet de se dire que la montagne est moins haute à gravir pour y arriver. C'était ma petite parenthèse sur tout ce qu'on vient de voir. Donc, effectivement, je m'appelle Marie-Gabrielle Jouan. J'ai cofondé Bijin il y a 9 ans. Donc, on est une vieille start-up, même si j'aime pas ce mot. Mais ça fait quand même 9 ans qu'on existe. Et on a fondé Bijin sur une envie de pouvoir apporter des solutions technologiques aux problématiques climatiques qui nous arrivent dessus. On a eu 4 premières années où on faisait du service à la recherche. Et puis, grâce à une levée de fonds et puis à l'achat d'un de nos partenaires en bioinformatique, on a fait un pivot stratégique pour devenir plutôt des concepteurs de procédés de production éco-responsables, en fait de l'éco-conception, en fait, pour des molécules à forte valeur ajoutée, en 2018. Donc, en fait, le Bijin que je vous présente, il n'a que 5 ans. Donc voilà, on travaille à partir des déchets de l'industrie forestière pour produire des molécules à forte valeur ajoutée grâce à la fermentation bactérienne. Et on accélère en fait la mise au point de ces procédés. On divise par 2 en fait le temps de mise au point de ces procédés grâce à la bioinformatique. Mais on n'est pas là pour parler de la dimension technologique de Bijin qui est assez vaste. On est là pour parler plutôt de sa démarche RSE. Donc, on est porté par les valeurs de l'éco-responsabilité, de l'éco-conception, de la volonté qu'on a de participer, de mettre d'apporter notre pierre à l'édifice de tous ces défis qui nous attendent. Et en fait, on est plutôt parti de ça, de ces valeurs qu'on a travaillé avec l'équipe qu'on a nouvellement créée en 2018. Et tout de suite est sortie éco-responsabilité. Donc, on avait déjà mis un pied dans la RSE, déjà sans le savoir, puisque en 2018, la RSE, on en parlait peu, vraiment très peu. C'était quelque chose à la marge. Et puis en 2020 est arrivé ce que tout le monde a vécu, le Covid. Ça nous a permis aussi, nous, du coup, en télétravail, de travailler sur des fondamentaux qu'on n'avait peut-être pas le temps, parce que le nez dans le guidon, de travailler. Et on s'est saisi du sujet grâce à un accompagnement de BPI France et du Centre des jeunes dirigeants, donc le CJD, qui a soutenu quelques entreprises volontaires dans un diagnostic général sur la RSE. Et on a effectivement diagnostiqué ces fameux piliers qui ont été présentés par Alexandre. Et on s'est rendu compte qu'on avait déjà pas mal avancé, pas mal traité de sujets. La qualité de vie au travail, le fait que, en termes de hiérarchie, en fait, il n'y en a pas vraiment. Parce que moi, la hiérarchie, ça a toujours été un problème pour moi. Donc, on a cultivé le manager coach, ce qu'on appelle chez nous, le servant leader. Alors, bon, il y a quelques managers qui n'ont pas trop aimé parce que servant, ça fait au service d'eux. Mais nous, ce qu'on pense, c'est qu'un collaborateur donnera le meilleur de lui-même s'il se sent bien dans l'entreprise.
et, et l'entreprise ira bien si les salariés se donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc, partant de là, effectivement, tout ce qui a été construit autour de la partie RH dans le domaine de la RSE est devenu enfin, est fondamental. On a des one-to-one, on appelle ça comme ça, nous, Alexandre, toutes les semaines avec chacun de nos salariés. Alors, je vois pas tout le monde parce que moi, on est presque 30, donc je pense que je ferai que ça. Même si les one-to-one, c'est un genre de réunion flash, hein, c'est très rapide, mais ça permet en fait de savoir comment va le salarié, qu'est-ce qu'il peut rencontrer comme difficulté. Est-ce que quelque part on peut l'aider? En fait, c'est la première question qu'on pose, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc c'est vraiment prendre cette température de morale, cette météo RH. Donc il y a des choses de ce type-là qui sont mises en place. On a aussi effectivement co-construit notre raison d'être. Vigine est devenue entreprise à mission au début de l'année. Et devenir entreprise en mission, c'est inscrire dans ses statuts cette volonté de participer à la vie sociétale, à la responsabilité sociétale, la responsabilité environnementale. Donc, on a travaillé ensemble à l'écriture de cette raison d'être. Et on a ensuite décliné les objectifs statutaires qui sont en fait la déclinaison des actions concrètes que Bijin va faire pour répondre à cette raison d'être. Tout ça est écrit dans les statuts. C'est un gros travail. C'est pas juste du marketing employeur, c'est inscrit dans les statuts, comme je l'ai dit, et puis c'est surtout vérifié, contrôlé par un organisme tiers indépendant tous les 2 ans qui va contrôler si effectivement on remplit bien cette mission. Et tout ça a été fait en collaboration avec l'ensemble des personnes de Bijin qui se sentent vraiment investies et qui je pense, on a peu de turnover à Bijin, ils trouvent effectivement ce fameux sens dans leur travail. D'ailleurs, si on peut noter une évolution dans les recrutements qu'on fait actuellement, puisqu'on recrute de façon très régulière, autant au début, les gens venaient nous voir parce que il se trouve qu'en biotechnologie, en tout cas dans les débuts du gym, il n'y avait pas beaucoup de travail. Donc on avait des candidatures spontanées parce qu'il y avait du travail, tout simplement. Aujourd'hui, les candidats qu'on a nous challengent sur la communication qu'on a, sur le côté environnemental, pour voir si effectivement, quand on en parle, il y a vraiment des actions derrière. Donc, je rejoins vraiment Alexandre sur le fait que il faut pas appliquer un calque schématique de la RSE, c'est ça, 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 donc je vais faire ça, ça, ça. Ça fonctionnera pas. Parce que effectivement, on le dit, hein, il y a un rapport de force qui s'est inversé. Moi, j'aime pas parler de rapport de force quand on parle de recrutement parce que un collaborateur, il est là pour venir aider à faire grandir une entreprise. Euh, ils ont besoin de s'assurer que ce qu'on dit n'est pas du vent, que effectivement, quand on parle d'action, de RSE, il y a du concret derrière. Donc, nous, on leur fait visiter les locaux, on leur montre qu'on a une machine à café avec du grain. Enfin, c'est des choses basiques, hein, mais on leur montre que dans les labos, c'est parce que nous, on a des labos, c'est très compliqué en termes de déchets, les labos. Simplement, on a pour tout ce qui est triable et non sale, on a des sacs en toile de jute dans les poubelles qu'on vide et qu'on récupère. Enfin, c'est des choses simples, mais c'est des choses qui ont été réfléchies par les collaborateurs de Bijin qui se sont saisis du sujet et qui se sont dit, OK, on a un laboratoire, il y a énormément de jetables dans ce laboratoire. Comment on peut faire pour améliorer notre empreinte carbone à ce niveau-là? On a aussi pris en charge la partie achat. On a mis en place une charte achat responsable avec la volonté de trouver des fournisseurs à minima dans le cercle européen. Au mieux, autour de chez nous, en Rhône-Alpes, parce que on a la chance d'avoir une région extrêmement riche, extrêmement
diversifiée en matière de fourniture, notamment qui concerne les laboratoires. Et voilà, dans notre critère de sélection de fournisseurs, il y a cette dimension géographique et la dimension préservation de l'environnement. Donc, quelles sont eux-mêmes leurs actions RSE en la matière. Donc, on a essayé par touche, comme ça, de faire grandir cette politique RSE. Et ça a commencé par un appel à volontariat. On a parlé de ces sujets sur lesquels on était sensibilisés. On a fait écho à nos valeurs et on a demandé qui serait intéressé pour piloter avec nous ce qu'on appelle un copil RSE. C'est pareil, on n'est pas très innovant en matière de nom, mais c'est ce qui est le plus simple. Au sein de BG, pour faire avancer les actions dans ce domaine. Voilà, je pense que je peux peut-être m'arrêter là en témoignage. Sauf si vous voulez en savoir plus, en tout cas, je serais ravie de répondre à vos questions. Merci. Justement, Aurélie, je crois qu'on a une petite question avant de passer à la suite. Ça pourrait être intéressant de... Merci, Marie-Gabrielle. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, en tout cas, pour l'intervention. J'ai une question. Donc, comment chaque collaborateur peut participer à la transformation de son entreprise sur les enjeux de la RSE? Alors, je ne sais pas si Alexandre voulait donner des points ou Marie-Gabrielle, comme vous voulez. Nous, on fonctionne pas mal par sondage anonyme. D'accord. C'est un moyen tout simple, hein, mais Google permet de faire des sondages assez facilement. Je crois que toute la gamme de soft de Framasoft aussi, qui est plutôt qui sont des logiciels plus soutenables. Enfin, c'est moins Google, quoi. Permet aussi de faire ce genre de sondage anonyme. Et souvent, on questionne quand on a mis en place quelque chose, mais on questionne aussi avant de prendre une décision sur la mise en place de quelque chose. Et on a plutôt ça fonctionne plutôt bien, surtout que voilà, les gens se sentent protégés par l'anonymat, donc ils laissent libre cours à leur imagination quand il y en a besoin, ou en tout cas à leur réflexion quand il s'agit de prendre une décision. C'est important de fonctionner de cette façon parce que quand on fonctionne en réunion, il y a des personnalités qui sont moins enclines à s'affirmer ou à prendre la parole devant tout le monde. C'est toujours un peu plus je trouve pas mon mot, mais bref, ça peut être dérangeant pour eux, en tout cas malaisant. Et donc voilà, le sondage anonyme fonctionne très bien pour ça. Il n'y a pas que ça, je pense. Oui, parce qu'après, voilà, après il y a différentes actions, puisque de toute manière, là, il y a un mot à la mode qui peut être intéressant à mettre en place, c'est l'intelligence collective, j'en ai un peu parlé. Et Ouais. donc, cette logique d'intelligence collective, voilà, après, elle peut se faire de différentes manières. On peut mettre des groupes, des groupes de travail. Par exemple, si on veut acheter une machine, on peut très bien aussi demander aux opérateurs de savoir quels sont les problèmes qu'ils ont avec les anciens modèles, qu'est-ce qu'ils aimeraient en termes d'ergonomie. Alors, on peut travailler à ce niveau-là, mais l'idée, c'est de trouver une solution où on va demander l'avis des personnes qui sont sur le terrain. Et qu'on se dise, bah tiens, moi j'ai ma vision des choses en tant que au niveau du codir par exemple ou de la direction, mais l'idée c'est quand même de voir en bas en fait quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent, qu'est-ce qui pourrait qu'est-ce qui pourrait être mis en place aussi pour de l'amélioration. Et parfois on a des petites idées qui peuvent être intéressantes, donc c'est là où ça peut être dans les entretiens annuels par exemple. Mais bon, c'est annuel, mais si on fait des fast, des réunions, one-to-one, voilà. Pour le coup, ça peut être là-dessus. On va pouvoir aborder dans le cadre du travail, quelles sont les améliorations que tu voudrais mettre en place. On n'est pas obligé de se dire, allez, on se fait un point RSE tous les ans. Et je pense que c'est même une erreur, c'est de le faire régulièrement. En fait, c'est juste de en fait,
c'est un système d'empathie au départ, c'est je vais essayer de comprendre les besoins, voir prendre la température et puis faire participer naturellement les salariés dans la stratégie RSE. C'est pour ça que stratégie RSE, c'est là où je disais j'ai un peu de mal parce que en fait on peut faire de la RSE sans se dire il faut que je fasse un truc hyper compliqué. C'est la machine à café avec du grain par exemple, c'est hyper intéressant. Par contre, ceux qui boivent pas de café et du thé, il faudra plutôt avoir aussi une autre machine qui fait du thé et du thé aussi. Mais voilà, je prends en compte un peu les besoins de tout le Du coup, monde, j'écoute l'intelligence ils collective. vendent du thé en vrac aussi, hein, les gens qui vendent du café. Voilà, c'est pour ça. Donc, ouais, non, en fait, il n'y a pas de. Enfin, moi, je dirais, c'est juste aborder la RSE le plus souvent possible, même de manière informelle, mais juste déjà de demander comment ça va, comment tu te sens sur ton poste, est-ce qu'il y a des problématiques que tu as. Enfin, moi, voilà, j'ai un cas concret où, par exemple, la direction avait mis en place des, des souris ergonomiques. Sur le principe, c'est super intéressant. Enfin, des souris, vous savez, vous avez la main à 90 degrés, mais personne ne les a utilisées parce qu'en fait, personne n'arrive à utiliser ça. Donc, c'est parti d'une bonne intention, mais l'idée, c'est de dire, bah, on peut tester, est-ce que vous en avez besoin ou pas. Voilà, donc, je pense que c'est plutôt cette partie-là. Et puis, si vraiment on doit travailler sur une stratégie, ça peut être sur de l'intelligence collective dans des groupes de travail. Pas forcément des groupes de travail avec 50 personnes dans un séminaire, mais ça peut être des petits groupes de travail sur des services bien spécifiques. Voilà. En tout cas, les options, il y en a quand même beaucoup, mais l'idée, je dirais, c'est écouter le côté empathique et puis de se dire que les gens peuvent avoir aussi des idées intéressantes et qu'il faut que j'en tienne compte, quoi. Justement, Alexandre, il y avait une question relative plutôt aux différents types de salariés qu'il peut y avoir dans une entreprise, notamment peut-être industrielle. Est-ce que, voilà, dans une entreprise où il y a des opérateurs, où il y a des cadres, comment on veille à ce collectif par rapport à cette RSE? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que, voilà, c'était plus avoir peut-être une lecture par typologie de poste. Est-ce que ça a du sens? Alors, là, c'est vrai que ça touche. Alors pour moi, ça touche un problème. Effectivement, c'est un peu là où c'est parfois un peu compliqué. C'est que forcément, si je mets le télétravail pour, euh, pour les métiers support, les métiers comptabilité, RH ou autres, par exemple, ça va être compliqué de faire le télétravail pour des opérateurs. Et c'est vrai que l'idée, ça serait pour moi, c'est de se dire, voilà, déjà, est-ce que le télétravail, c'est voulu et souhaité par les salariés? Est-ce que c'est voulu et souhaité par les candidats? Alors, pour la question des candidats, oui, ça c'est aujourd'hui dans les recrutements, le télétravail est quand même un point qui est largement abordé quand même, qui est un facteur clé de succès. Mais après, l'idée, c'est de se dire, voilà, les opérateurs, vous pouvez pas le faire. Et ça, je pense que la notion de transparence, c'est important. Parce que le pire, ça serait de dire, on va mettre du télétravail au niveau de la compta, mais surtout, taisez-vous, n'en parlez pas en bas parce que ça va être compliqué. Non, il faut être transparent. Ils peuvent faire du télétravail, on met du télétravail. Par contre, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, vous, à votre niveau? Qu'est-ce que vous souhaiteriez et qu'est-ce qu'on peut mettre en place par la suite à votre niveau? Et c'est là où c'est quand même intéressant de pouvoir écouter les équipes. Alors, ça peut être dans les fameux top 5, vous savez, les réunions du matin de 5 minutes qui sont relativement bien acceptées et puis qui ont vraiment un intérêt au niveau des opérateurs. On peut aborder ces points-là très rapidement ou aller voir les dévis du personnel, le CSE. Là, c'est un super sujet pour le CSE aussi. En plus, il y a de l'implication. Ils peuvent aller voir les équipes, leur demander. Mais c'est vrai que dans cette logique, c'est bien de se dire, il faut que j'arrive à trouver quand même des solutions. Je pourrais pas faire une solution globale pour tout le monde, mais si j'apporte pour un public, ça serait bien que j'arrive à trouver une autre solution pour les autres. Voilà. Après, bon, des solutions, ça peut être soit on va mettre en place, je sais pas moi, ça peut être des primes spécifiques, mettre en place par exemple la prime mobilité, qui peut être intéressant et qu'on va pas mettre en place pour ceux qui font du télétravail. Voilà. Bah,
L'idée, ouais, mais c'est déjà pour moi, de toute façon, le point de départ, c'est déjà de savoir ce que les salariés veulent. Et ensuite, par rapport à ce qu'ils veulent, qu'est-ce que je peux leur apporter qui soit cohérent, qui soit durable et qui soit une vision collective. Mais par contre, le côté non-transparence, pour moi, c'est l'erreur fondamentale de se dire on va cacher telle ou telle chose parce que ça va être mal pris par les autres, les autres membres des équipes, parce que ça se sait toujours. Et en plus, quand ça se sait, c'est jamais la version, c'est jamais la bonne version, c'est toujours la version avec les rumeurs par la suite et ainsi de suite. Donc, et après, c'est compliqué à désamorcer. Donc, autant dire, on a mis ça en place. Maintenant, on va voir ce que nous, on peut faire en place chez vous aussi à votre niveau. Ok. Aurélie? Oui, j'ai plutôt une question pour Marie-Gabrielle, du coup. Est-ce que vous avez eu à lever des freins sur l'approche ou la mise en place de la RSE en termes d'organisation, de ressources, de facteurs humains? Quelles ont été les difficultés, en fait? Alors j'ai pas, je m'attendais à avoir des difficultés un peu du côté des investisseurs parce que voilà, ils pourraient me dire qu'est-ce que tu vas t'éparpiller alors que tu as de l'innovation à mener, des objectifs. Et puis en fait, j'ai été assez transparente. On parle toujours de cette histoire de transparence avec eux sur la nécessité de mettre en place, enfin de faire résonner les valeurs de Vigine avec la RSE, de, de, de mettre de la cohérence dans nos actions entre la partie technique et solutions qu'on souhaite apporter et le quotidien de l'entreprise, et que c'était nécessaire pour garder les talents justement, et, euh, et donc faire progresser le plus rapidement possible l'entreprise. Et ils ont été relativement sensibles, donc j'ai pas vraiment eu de frein avec eux. En revanche, j'ai quelques personnes de mon management, donc de mon comité de direction, des managers qui travaillent avec moi, qui eux avaient plus de mal à voir. Enfin, il y avait déjà la couche qualité qui était déjà lourde pour certains, et alors là, je leur ajoutais encore une couche RSE, et c'est plus de la réticence que j'ai eue de ce niveau-là, donc des gens à convaincre que non, on n'allait pas perdre du temps à mettre ça en place, et que au contraire, ça allait nous renforcer dans nos valeurs, et donc finalement, ce qui s'est passé, c'est que la personne qui était la plus réticente est devenue éco-anxieuse. Alors bon, c'est pas un super dénouement, mais mais dans tous les cas, voilà, enfin, c'est maintenant elle qui est le plus fort porte-étendard des valeurs éco-responsables de Vigine, et qui encourage du coup encore plus les équipes à se saisir du sujet. Donc je pense que s'il y a eu un frein, c'était plutôt à ce moment-là. C'est que ça manquait davantage de prise de conscience que de vraiment de se dire qu'est-ce que tu vas nous coller encore. Pas tant de frein. Merci. Bon, le webinaire touche à sa fin. On va simplement vous présenter un dispositif région. Marie-Gabrielle, vous soulignez l'importance de se faire accompagner. Donc, on a la possibilité, effectivement, en région et la chance de pouvoir accompagner ces projets de changement au travers d'un dispositif qui s'appelle Être accompagné dans ma fonction RH, qui est financé par la région et l'Europe. Donc, c'est la possibilité d'avoir effectivement près de presque au maximum, j'allais dire, 12 jours d'accompagnement. Après, c'est calibré en fonction des projets, hein. Et c'est plutôt donc sur une cible TPE-PME. Et dans le cadre de notre webinaire aujourd'hui, ça peut aussi être l'occasion de passer des caps pour améliorer votre RSE, puisque si j'ai bien retenu, on fait tous de la RSE. Voilà, donc c'est un dispositif régional qui est mis en œuvre au niveau de chaque territoire. Donc là, vous aurez dans la présentation les coordonnées de tous nos collègues, de toute l'équipe, gérée par Sylvie. On vous remercie sincèrement d'être présent à chaque webinaire, et puis on vous donne un rendez-vous pour les prochains événements. Donc le prochain, c'est le 14 septembre, je crois, les Assises de la Santé, c'est ça Aurélie? Tout à fait.
à Lyon. Donc, prochain webinaire RH sera plutôt sur les labels. Et puis, en fin d'année, comme d'habitude, nous nous retrouverons pour notre webinaire inspirant. Alors, je vais Voilà, juste préciser une petite chose. On a des questions, mais on les retraitera, hein, que ce soit Alexandre ou Marie-Gabrielle, on vous les fera passer. Vous puissiez donner votre point de vue. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Je voulais juste dire un petit mot. Déjà, remercier nos intervenants. Vous remercier tous autour de l'écran qui vous nous avez regardé. Et puis dire que sur un petit mot de conclusion, j'ai une phrase et un mot qui, je trouvais, était très bien par Marie-Gabrielle. En fait, la RSE, c'est une notion de prise de conscience. Et voilà. Et j'aimerais le partager avec vous. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée aussi. Merci. À Au revoir, bientôt. bonne journée. Merci. Au revoir.